Imaginez-vous allongé dans un fossé sur le front, assistant aux horreurs de la guerre avec vos amis, lorsque vous entendez le bourdonnement saccadé d'un drone qui approche. Le fléau de l'infanterie est là. Il a déjà causé de nombreux morts. Vous commencez à paniquer, mais ne vous inquiétez pas, dit l'un de vos compatriotes en sortant son fusil équipé de la lunette optique Smash 2000L alimentée par l'IA. Ce qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film. Il pointe son arme dans la direction approximative du drone qui approche, tire un coup et il abat ce drone d'une seule balle. Vous avez l'impression d'être dans une blague ou un film de science-fiction, car cette chose qui hante tous les fantassins depuis 5 ans semble enfin avoir trouvé un adversaire à sa hauteur. C'est la réalité du fonctionnement du nouveau système de contrôle de tir Smash 2000L, développé par Smart Shooter, du moins dans une certaine mesure. Les viseurs high-tech, souvent à base d'IA, sont développés par toutes les grandes armées depuis quelques années, mais connaissent plus d'échecs que de succès. Le 2000L est probablement le système le plus avancé de ce type. Vu les résultats médiocres des viseurs high-tech, on peut se demander si ce nouveau système, testé et adopté par le corps des marines des États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et d'autres, mérite vraiment cet engouement. Avant d'expliquer le fonctionnement du Smash 2000L, il faut comprendre qu'il n'est efficace que contre les petits drones. Lorsqu'on les classe par taille, les drones sont séparés en très petits, petits, moyens et grands. La plupart des drones qui ciblent l'infanterie sont petits ou très petits, ce qui signifie qu'ils pèsent généralement moins de 9 kg, soit 20 livres, leur envergure ne dépasse pas 2 mètres, soit environ 2 mètres ou 6 pieds et demi. Bien que la plupart des petits drones soient plus petits, car un drone de 2 mètres serait facile à repérer. J'ai une remorque qui fait à peu près cette taille. Pour moi, tout ça, c'est grand. Le système Smash 2000L vise à neutraliser des drones de la taille d'un DJI Mavic, utilisé par l'Ukraine et la Russie avant l'arrêt des exportations par DJI. Depuis, les deux camps produisent localement des drones similaires. Ce drone et d'autres modèles comparables font en réalité partie des drones les plus utilisés dans la guerre, chaque camp en lançant environ 10 000 chaque mois. Cela en fait exactement le type de menace que le Smash 2000L a été conçu pour contrer. Le drone Mavic E3 mesure environ 34 par 28 cm, soit 14 par 11 pouces, avec une hauteur de seulement 10 cm ou 4 pouces. C'est à peu près la taille d'une grande pizza Domino's, ou à peine plus grand qu'un écran d'ordinateur portable. La petite taille de ces drones est leur atout majeur, en dehors bien sûr de leurs munitions explosives, car cela les rend extrêmement difficiles à repérer. En plus de cela, ils sont capables d'atteindre et même de dépasser des vitesses d'environ 80 km à l'heure, soit 50 miles par heure. Certains d'entre eux peuvent même doubler cette vitesse. La réalité à laquelle sont confrontés les soldats sur le terrain, c'est qu'en plus de devoir surveiller les troupes ennemies et les blindés, ils doivent constamment rester sur leur garde. Être vigilants en permanence. Pour de petits quadricoptères explosifs surgissant de nulle part, capables de les atteindre et de les pulvériser en quelques secondes. La situation des troupes d'infanterie est aggravée par le fait que les drones opèrent rarement seuls. Les attaques en essaim sont les plus efficaces, car elles garantissent des résultats. En lançant un essaim de 15 unités contre des groupes de 10 hommes, certaines passeront le brouillage et la défense. Ce n'est pas une menace inhabituelle. En fait, cela devient un peu une pratique courante de la guerre dans les années 2020. Depuis le début de la fameuse opération de 3 jours de la Russie en Ukraine, qui, au moment où j'écris ces lignes, dure depuis plus de 4 ans, l'Ukraine a ordonné la production de masse de drones. De février 2022 à aujourd'hui, l'Ukraine est passée d'une production nationale totale d'environ 3000 drones par an à la capacité d'en produire 5 millions. Les chiffres russes sont similaires, avec environ 3,5 millions de drones par an. Une grande partie, bien que non définie, de cette production est consacrée aux petits drones anti-infanterie. Cela montre que tout pays doté d'une industrie de défense développée peut produire des drones en masse, car la technologie n'est ni très complexe ni très coûteuse à concevoir et à fabriquer. Comment les soldats contrent-ils cette menace ? Ils cherchent encore une solution sur le terrain. Les petites drones sont une menace nouvelle, et il n'y a pas de stratégie parfaite. Les tactiques sur le terrain évoluent constamment, ce qui rend les contre-mesures réactives et dépendantes de la situation. La solution évidente serait simplement de brouiller tout ce qui bouge. Bien que les drones autonomes gagnent du terrain dans la guerre de nos jours, la plupart des drones sont encore pilotés en temps réel par un opérateur. Cet opérateur communique avec le drone par radio, et en brouillant cette liaison en saturant les fréquences, le drone perd contact avec lui.
Les brouilleurs eux-mêmes existent sous la forme de fusils, dont l'un est apparu de façon célèbre lors des funérailles du pape François en 2025, la toute première fois qu'une telle arme a été déployée lors de funérailles papales, ce qui est un usage très spécifique. Fin 2024, plus de 70% des drones russes et ukrainiens étaient neutralisés grâce au brouillage. Les deux camps ont répondu à ce défi avec des drones à fibre optique. Ces drones sont équipés d'une bobine de longue fibre optique qui transmet toutes les communications, et le brouillage n'est, tout à coup, plus un problème. Pour couper la connexion entre le drone et l'opérateur, il faut sectionner cette ligne. Des filets de protection ont aussi été utilisés comme contre-mesure. Des missiles solaires de différentes tailles et même d'autres drones étaient utilisés pour abattre les drones selon leur taille. Cependant, la dernière option pour un soldat est d'utiliser sa propre arme principale, et cela est extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Abattre un drone avec son fusil d'assaut exige qu'un soldat, sous adrénaline et inquiet pour sa sécurité, touche une cible de la taille d'un ballon de volley à 50 à 200 mètres, alors qu'elle bouge de façon erratique à grande vitesse. Et ils doivent faire cela avec un projectile d'un diamètre de 5,56 ou 7,62 mm. Même lorsqu'ils sont chargés d'abattre des drones rôdeurs qui, contrairement aux drones kamikazes, planent au-dessus et larguent des munitions explosives sur les troupes, une tactique qui les oblige à ralentir et à rester immobiles, les rendant ainsi plus vulnérables aux tirs d'armes légères, les soldats ont tout de même du mal. Pourquoi ? Parce que les drones restent petits, même lorsqu'ils sont immobiles. Les balles des soldats restent minuscules et la marge d'erreur reste absolument minuscule. À cause de cela, les groupes d'infanterie russes et ukrainiens ont adopté le fusil à pompe comme arme de dernier recours contre les drones. Au lieu de tirer un seul petit projectile comme les fusils et les pistolets, les fusils à pompe tirent des plombs encore plus petits, mais avec une large dispersion, créant ainsi un nuage mortel de plomb se déplaçant dans l'air à des vitesses extrêmes. C'est pourquoi les fusils à pompe sont préférés pour le tir aux pigeons d'argile et la chasse aux oiseaux. Essayez de tuer un canard avec une AK-47, vous serez déçus. Les fusils à pompe, plus efficaces contre les drones en ultime recours, ont poussé des fabricants comme Benelli à créer des modèles anti-drones avec des munitions spécifiques. L'Ukraine a aussi conçu une munition anti-drone de calibre 5,56 tirant plusieurs sous-projectiles plutôt qu'une balle pleine. Le soldat doit tirer 5 ou 6 coups en suivant la cible, mais cette munition est bien plus efficace que les standards grâce à son principe de fusil à pompe. Malgré ces avancées en matière de munitions, l'efficacité de ces armes reste discutable car elle dépend en grande partie du tireur lui-même, ou plus précisément de son habileté au tir. Combattre les drones est un enfer, surtout quand ils franchissent les défenses en essaim. Viser parfaitement dans un scénario aussi stressant est quasiment impossible, peu importe votre précision. Et c'est bien sûr là que le Smash 2000L entre en jeu. L'idée derrière Smash est très simple, transformer chaque soldat en tireur de précision. Smash est une lunette avancée adaptable à la plupart des armes à feu, qui permettrait de toucher des cibles, même petites et mobiles comme des drones, avec 95% de chances de les toucher. En comparaison, des tireurs expérimentés avec viseur point rouge à 100 mètres réussissent en moyenne 20% des tirs. Avec le Smash 2000L, même les stagiaires atteignent en moyenne un taux de réussite de 80%, tandis que les tireurs expérimentés atteignent les 95% mentionnés précédemment, ce qui est vraiment sacrément impressionnant. Alors, vous vous demandez peut-être comment c'est possible ? Eh bien, le Smash se compose d'une caméra numérique avec un écran intégré visible par le tireur, d'une pontée et surtout d'un ordinateur. Cet ordinateur fait tout le travail. Il verrouille une cible, analyse vitesse, direction, distance et conditions comme vent ou humidité pour estimer le moment optimal où un soldat doit tirer. Quand il verrouille une cible, le Smash la suit et attend le moment idéal pour tirer. Si l'ordinateur juge la probabilité de toucher faible, il bloque la détente avec le pontet de détente. Le tireur appuie sur la détente, même bloquée, et quand il vise l'endroit que l'ordinateur juge le plus probable d'être touché, l'ordinateur déverrouille la sécurité, la détente est actionnée et un drone est abattu. Le tireur peut attendre que l'ordinateur débloque la détente avant d'agir, mais la période où la probabilité de toucher est élevée reste très brève avec des drones rapides. C'est pourquoi il est plus facile pour le tireur de garder la détente enfoncée tout le temps et simplement d'attendre que l'ordinateur la débloque au moment approprié. Lors des essais aux États-Unis, Smash a abattu des drones rôdeurs avec une étonnante facilité. Les drones rapides sont plus difficiles à atteindre, mais pas impossibles, et il est bien plus facile de les toucher avec Smash.
Le système sert aussi à éliminer facilement des cibles au sol, comme d'autres troupes d'infanterie. Dans ce mode, il est précis jusqu'à 300 mètres, environ 1000 pieds, le jour, tandis que le mode anti-petite drone est précis jusqu'à 100 mètres, environ 300 pieds, de jour comme de nuit. En plus de neutraliser de petites drones, Smash serait aussi capable de détruire des micro-drones. Ces drones servent surtout à la reconnaissance, pas aux attaques directes, et certains sont si petits qu'ils tiennent dans la paume de la main, comme le mien. Toucher ce truc à 100 mètres serait très difficile. Le système Smash tient aussi dans la paume de la main. Il pèse 740 grammes, 26 onces, plus petit que la plupart des lunettes grossissantes, avec une batterie tenant 72 heures avant recharge. Mais c'est en réalité faux. Smash est un système en ligne de mire, ce qui signifie que vous devez pouvoir voir l'ennemi pour qu'il puisse le suivre. Cela implique plusieurs choses. D'une part, vous devez vous exposer au moins un peu pour que Smash puisse faire son travail, et d'autre part, Smash ne peut pas suivre un ennemi qui est à couvert. Il ne peut pas voir à travers les murs. Cela signifie aussi que le tireur ne peut pas viser depuis des broussailles épaisses, car Smash ne peut pas contourner ce problème. Avec cela en tête, Smart Shooter a conçu un ajout au Smash 2000L sous la forme du Smash Hopper 5000, une station d'armes téléopérée, et encore une autre chose avec un nom fantastique, 13 années 90. Un soldat qui préfère ne pas s'exposer à l'ennemi peut monter son fusil équipé du système 2000L sur le Hopper 5000 et le contrôler depuis la sécurité d'un abri. Aucun changement dans le fonctionnement du système 2000L ou de l'arme à feu. Le suivi et l'optimisation du tir restent identiques, l'opérateur restant en sécurité. Toutefois, cela pose aussi de nouveaux problèmes. Le système pèse un poids conséquent de 25 kg, soit 55 livres. Il est encombrant, prend du temps à installer, et il ne pourra jamais avoir la maniabilité d'un soldat. De plus, si le soldat doit tout lâcher et quitter la zone immédiatement, il devra d'abord retirer son arme du système. Donc, avec tout cela en tête, le Smash 2000L règle-t-il totalement le problème des drones? Non, absolument pas, mais c'est un pas dans la bonne direction, n'est-ce pas? La précision et la rapidité de visée sont les principaux défis pour un fantassin cherchant à abattre un drone avec son arme, et Smash est un système qui accomplit cette tâche bien plus précisément et presque instantanément. Ceci a été démontré sur le terrain, surtout par les FDI, tous les fantassins n'en sont pas équipés. Dans les FDI, un tireur par escouade utilise ce système, réservé aux drones et aux réservistes rappelés qui ont perdu la main et ont besoin d'un peu d'aide au tir. Le système a montré ses premiers problèmes majeurs lors de la guerre de Gaza, dont des tirs amis. Au moment de son introduction, le système ne pouvait pas faire la différence entre les combattants amis et ennemis, et des incidents de tirs amis entre les troupes des FDI se sont produits. On ne sait pas clairement s'il y a eu une mise à niveau pour résoudre ce problème. Outre les FDI, le Smash 2000L a été acquis par les États-Unis, principalement pour le corps des Marines, ainsi que par les Pays-Bas, l'Inde, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui comptent l'utiliser avec ses forces spéciales. L'Australie le teste aussi avec ses troupes, mais les résultats sont inconnus. Les Marines américains ont déployé le système Smash 2000L au Moyen-Orient, présenté lors d'une séance photo. Depuis, le fabricant israélien a obtenu un contrat de 10,7 millions de dollars avec l'armée américaine, qui devient la deuxième branche à rejoindre le programme. Présenté ainsi, cela paraît formidable. C'est cool, high-tech, et suffisamment logique pour paraître raisonnable, tout en étant assez science-fiction pour nous enthousiasmer et vous donner envie de cliquer sur cette vidéo. Ce n'est pas la première lunette dotée d'intelligence artificielle. De nombreuses lunettes ont été présentées comme révolutionnant les engagements d'infanterie, mais la plupart ont finalement été délaissées pour des solutions plus traditionnelles. Pourquoi cela serait-il différent ? Un autre de ces systèmes optiques venus d'Israël est Arcus, un acronyme pour Application de combat pour fusil d'assaut, développé par Elbit Systems. La lunette transformerait tout fusil d'assaut en arme intelligente et s'adapte à la plupart des modèles modernes. La capacité remarquable du système est de permettre à l'opérateur de tirer depuis des positions non conventionnelles, voire même de tirer en contournant les angles. Le système se compose d'un oculaire que l'opérateur fixe à son casque et porte en permanence. La seconde partie, fixée au fusil, sert d'extension de l'œil de l'opérateur en transmettant un flux en direct depuis la perspective de l'arme. De cette façon, au lieu de jeter un coup d'œil depuis derrière un coin, un soldat peut simplement passer son arme autour du coin et Arcus lui montrera ce qui se cache. Une idée de génie, sans aucun doute, car la partie la plus dangereuse du combat rapproché, que ce soit en intérieur ou en extérieur, c'est de devoir aller quelque part sans savoir à l'avance ce qui vous attend. Avec Arcus, un soldat peut repérer un ennemi au coin d'un mur et ouvrir le feu sans exposer tout son corps. Arcus reconnaît la forme humaine et marque la cible sur l'oculaire de l'opérateur. Il détecte facilement les mouvements.
Il fournit à l'opérateur une estimation de la distance et le flux est envoyé au quartier général, permettant à tous de voir ce que l'opérateur voit. Le système gère aussi le tir comme le Smash 2000L et augmente la précision sur le terrain. Il offre à l'opérateur une boussole intégrée, permettant de naviguer sans vérifier sans cesse une carte ou un GPS. Les modes thermiques et électro-optiques permettent l'utilisation du système jour et nuit, avec un compteur de tir avertissant l'opérateur quand les munitions sont épuisées. Ce qui rappelle beaucoup les jeux vidéo. C'est une solution absolument parfaite à de nombreux problèmes réels auxquels les fantassins sont véritablement confrontés. Et cela pourrait changer la façon dont les guerres sont menées. Et pourtant, personne ne l'utilise. Même Israël ne l'utilise pas, sans parler des autres armées. 5 ans après la présentation d'Arcus, personne n'a tenté de l'adopter. Son principal succès reste de rappeler à tout le système de suivi du film Aliens. Mais pourquoi ? C'est peut-être parce que si un ennemi voit un fusil dépasser d'un coin, il ne va pas attendre de se faire tirer dessus. Ou peut-être que c'est lié au fait qu'Arcus prend tout son temps pour viser. Peut-être que c'est parce que tout le monde sait qu'il est difficile pour l'opérateur de tirer depuis derrière un coin tout en tenant le fusil en l'air sans rien pour amortir le recul. Et en gardant tout cela à l'esprit, Arcus a échoué. L'histoire n'est guère plus positive concernant le programme d'armes d'escouade nouvelle génération des États-Unis, incluant le système de contrôle de tir XM157. Si vous voulez une analyse approfondie du nouveau fusil XM7, on a ce qu'il vous faut. Regardez la vidéo suivante si vous le souhaitez. Mais en ce qui concerne le XM157, les résultats des tests sont décevants. Lors des essais en 2024, le système de contrôle de tir a reçu des avis négatifs de la part des soldats qui l'ont utilisé. Pour être plus précis, le rapport de 2024 indique, je cite, « Le XM7 équipé d'un XM157 monté a démontré une faible probabilité de terminer une mission de 72 heures en temps de guerre sans subir une défaillance critique. Les soldats ont jugé l'ergonomie de la nouvelle lunette inférieure à la moyenne, voire insuffisante. » Ensuite, le service de distribution d'informations visuelles de la Défense a publié une vidéo montrant un sous-officier de la 101e division aéroportée testant le fusil et le XM157 avec apparemment des résultats très positifs. Ce sous-officier a ensuite publié sur Reddit, affirmant qu'au moins 10 minutes de ses critiques sur la nouvelle arme avaient été supprimées. En parlant de façon générale du XM157, il a dit, je cite, « Le Vortex XM157, c'est de la merde. » Habituellement, j'apprécie les produits The Vortex, mais celui-ci est décevant. Plusieurs bagues de réglage, de la mise au point ou du dioptre se sont déplacées aléatoirement. Le niveau de luminosité maximale reste insuffisant et presque invisible en plein soleil. J'ai joint une photo d'un appareil affichant un écran rouge de la mort après usage au stand de tir, tandis qu'un autre ne s'est plus allumé du tout. Grave, aucune migration sur les lasers. Fin de citation. Le XM157 prévu pour chaque nouvelle arme propose un zoom, un télémètre laser, des lasers de visée, capteurs environnementaux, calculateurs balistiques, boussole, communication sans fil et affichage superposé. En réalité, cela échoue à cause de batteries défaillantes et de pannes logicielles régulières, comme l'écran rouge cité et des soucis de luminosité. Nous n'en savons pas plus sur les détails de ces défaillances, mais il est clair qu'elles sont graves. Il n'y a eu aucune mention du XM157 après ce rapport de 2024 car l'armée et Vortex, la société à l'origine de la nouvelle lunette, ont apparemment été obligés de repartir de zéro. Après des années à promouvoir le système de contrôle de tir de nouvelle génération, la lunette a disparu et ne sera pas déployée bientôt car elle n'est pas fiable. Enfin, prenons la réaction russe face à la nouvelle lunette américaine, car chaque avancée technologique militaire des États-Unis entraîne une réponse de la Russie. En 2025, un rapport ayant fuité a indiqué que Kalachnikov Concern avait commencé à développer l'équivalent russe du XM157 dès 2023. Le système de contrôle de tir russe a été spécialement conçu pour le fusil d'assaut AK-AK-12 et le lance-grenade sous canon GPR 20 GPR-20. Des concepts pas très différents du XM157, du Smash 2000L ou de l'Arcus. En réalité, ces 4 systèmes sont presque identiques, seuls quelques détails mineurs les distinguent. Le système comprend la télémétrie, l'imagerie thermique, le suivi de cible, un calculateur de tir, une boussole, un affichage numérique et un système de contrôle de tir automatisé pour la visée et le tir. Lors de l'enregistrement, cela fait déjà 3 ans que le développement de cette innovation militaire a commencé, et toujours aucune nouvelle. Ce rapport de 2025 est la seule chose que nous ayons qui laisse entendre que la Russie, tout comme les États-Unis, est encore loin de résoudre tous les problèmes liés à leurs nouvelles lunettes. La Russie n'est pas le pays le plus transparent sur le développement de technologies toutes militaires.
Quoi qu'il en soit, aucun rapport ne mentionne de nouvelles lunettes en Ukraine ni de tests positifs, ce qui aurait été signalé, car la Russie aime se vanter de ses innovations en temps de guerre. Donc quand on fait le bilan des lunettes high-tech assistées par l'IA, le résultat n'est pas à la hauteur de l'engouement qui les entoure. Ni la Russie ni l'armée américaine ne les utilisent, malgré leur volonté et l'argent dépensé à les promouvoir dans les médias. Et même Israël, qui a développé plusieurs types de ces lunettes, ne les utilise qu'en partie, et est loin de les distribuer à l'ensemble des forces de Tsahal. Cela nous mène à la question principale préparée depuis le début de cette vidéo. Ces dispositifs, présentés dans les médias comme la future révolution des guerres, ne seraient-ils pas simplement un gouffre financier ? Pourquoi les viseurs high-tech échouent-ils toujours ? Même si les viseurs des soldats XM157 sur le Smash 2000L étaient l'imperfectionné demain et que tous leurs bugs logiciels et problèmes de batterie étaient résolus, il resterait encore 3 problèmes majeurs concernant les optiques high-tech qui les empêchent de devenir la norme. Et il est possible qu'ils ne deviennent jamais vraiment la norme à cause de cela. Les 2 premiers problèmes relèvent de la doctrine. Une trop grande dépendance à la technologie limite l'efficacité d'un soldat ou d'une unité et finit par neutraliser leur capacité avec l'équipement traditionnel. On ne peut pas accorder une confiance totale aux outils d'aide à la décision. Prenons le Smash 2000L comme exemple. Que se passe-t-il si les fantassins comptent trop sur l'IA pour viser et tirer ? Eh bien, le résultat, c'est qu'un soldat est rétrogradé du statut de combattant-tireur à celui de quelqu'un qui se contente de manipuler une arme et de la pointer grossièrement dans la bonne direction, tandis que la partie la plus importante du travail est assurée par le système de contrôle de tir. Ici, le soldat devient simplement un support glorifié pour le système d'armes. Vous pourriez penser que ce principe seul n'est pas si mauvais. Après tout, l'IA est meilleure pour toucher une cible qu'un humain. N'est-ce pas ? À première vue, la réponse est oui. Mais il y a toute une liste de choses qui peuvent mal tourner. Prenons l'exemple mentionné précédemment du tir ami. Les soldats impliqués ont reçu le signal de tirer via le système Smash 2000L. Ils ignorant viser leurs compatriotes, le système leur indiquait qu'ils tiraient sur l'ennemi. La responsabilité leur échappait soudainement, et ils pouvaient se retrancher derrière l'ancien argument « le système m'a dit de tirer ». C'est ce qui se passe lorsqu'une autorité supérieure, ou quelque chose que nous percevons comme une autorité supérieure, nous dit de faire quelque chose. Nous pensons que l'autorité a toujours raison, même si notre instinct suggère le contraire. Tous ceux qui manipulent des armes à feu, soldats ou chasseurs, apprennent les règles d'or de leur utilisation. L'une de ces règles stipule que le tireur doit toujours être conscient de ce qu'est sa cible ou de qui il s'agit, ainsi que de ce qui l'entoure. En d'autres termes, vous n'allez pas ouvrir le feu sur quelqu'un que vous soupçonnez d'être un combattant ennemi si vous n'en êtes pas absolument certain. Et s'il s'agit d'un civil ? Ou s'il s'agit d'un combattant allié que vous identifiez mal. Ce débat permanent est ce qui rend le combat si difficile, mais il est absolument crucial d'éviter les incidents de tir fratricide. Pourtant, quand un système décide pour vous, seuls les humains lui accordent une confiance aveugle. Il est probable que certains des soldats de Tsahal qui ont tiré sur leurs propres hommes avaient un peu des doutes sur le ciblage du Smash. Comme on leur avait demandé de confier le ciblage à un dispositif optique high-tech, ils ont suivi les instructions. Cette scène de la série télévisée The Office, dans laquelle Michael conduit sciemment dans un lac en suivant le GPS en criant « la machine sait », simplement parce qu'il suppose que le GPS en sait plus que lui, est peut-être l'exemple parfait de ce dilemme mental. À cause de cela, les soldats ont naturellement tendance à ne pas faire aveuglément confiance à la technologie qui n'est pas vérifiée par des humains, car, peu importe à quel point un équipement est sophistiqué, il n'est jamais infaillible. Pour revenir à ce qui a été dit plus tôt sur le fait qu'une dépendance excessive à la nouvelle technologie entraîne une perte de maîtrise des méthodes traditionnelles, eh bien, que va-t-il se passer quand il va pleuvoir ? Ou s'il y a du brouillard, ou lorsque la poussière envahit le champ de bataille après un bombardement d'artillerie ? Que se passe-t-il quand l'optique IA ne voit pas mieux que le soldat armé ? Tout à coup, un soldat qui s'est habitué à laisser la technologie viser à sa place se retrouve dans une situation où cette même technologie est complètement inutile et ses compétences de tir avec une lunette classique sont sacrément rouillées. Que se passe-t-il si le Smash 2000L est mis hors service, disons par une frappe EMP, ou si l'unité est restée trop longtemps sur le terrain et que la lunette n'a plus de batterie ? Encore une fois, un soldat habitué à ce que le système fasse le travail à sa place doit maintenant revenir à une compétence qu'il n'a pas pratiquée depuis longtemps. Il doit prendre des décisions, viser et tirer tout seul.
C'est pourquoi les armées sérieuses forment leur personnel et organisent des simulations avec l'ancien et le nouveau. Aujourd'hui, les observateurs d'artillerie emploient des ordinateurs et des boussoles sophistiquées pour guider les tirs. Il leur suffit d'appuyer sur quelques boutons d'une tablette diffusant le champ de bataille pour lancer un barrage. Cependant, si ces systèmes étaient détruits, ils pourraient bien guider les tirs grâce à des jumelles, une boussole et un télémètre laser. La même chose va probablement se produire avec les viseurs haute technologie comme le Smash 2000L et d'autres modèles. Ils deviendront sûrement des équipements standards pour les armées capables, surtout pour abattre des drones, mais il est très peu probable que les soldats en tout soient formés à ne s'appuyer que sur ces viseurs. Les commandants savent ô combien il était facile de désactiver une technologie aussi complexe. L'utilisation de lunettes traditionnelles ou de viseurs mécaniques restera la norme dans la doctrine, et les viseurs alimentés par l'IA seront utilisés avec parcimonie, principalement pour des tâches spécialisées comme abattre des drones ou viser des cibles particulièrement difficiles à atteindre avec une optique traditionnelle. La dilution de la responsabilité et la baisse de la qualité des compétences traditionnelles de tir sont deux des raisons logiques les plus évidentes pour lesquelles les lunettes qui visent à votre place ne sont pas la norme. Mais il y a une autre raison qui semble échapper à tout le monde. Nous avons déjà des armes qui visent seules, sans intervention humaine, mais leur précision n'est pas parfaite. Le meilleur exemple possible de cela est le système d'armes rapprochées Phalanx ou CWIS pour faire court. C'est le système d'armes rapproché le plus développé au monde, équipé d'un canon Vulcan de 20 mm et guidé par un radar de contrôle de tir, conçu comme une arme de dernier recours montée sur les navires pour les protéger des missiles entrants. Le radar de contrôle de tir fonctionne comme le système Smash 2000L, mais à plus grande échelle sur une distance supérieure contre des cibles plus grandes et monté sur une arme bien plus puissante, le principe restant identique. Il détecte, suit et engage les cibles entrantes. Pour les navires de la marine et les missiles, il joue le même rôle que le Smash 2000L pour les fantassins et les drones. Bien que le système de tir du Phalanx soit plus avancé que celui du Smash 2000L, il fait encore des erreurs et reste imparfait en précision. En 1989, lors d'un tir réel, il a abattu un drone cible et a continué à tirer alors qu'il tombait en mer. Parce qu'il n'est pas précis à 100% et parce que certains projectiles qui ont touché la cible l'ont simplement traversé, le Phalanx du USS El Paso a accidentellement touché l'USS Iwo Jima, tuant un marin allié et en blessant un autre. 2 ans plus tôt, lors de la guerre Iran-Irak, un avion de chasse irakien a accidentellement tiré 2 missiles sur l'USS Stark, une frégate américaine présente juste pour observer. Le système Phalanx à bord n'est pas entré en action, et les 2 missiles ont frappé le navire, tuant 37 membres de la marine et en blessant 21. Les images des exercices de tir réels montrent que, malgré la létalité du Phalanx, sa précision reste imparfaite. Ce n'est pas un tireur d'élite, mais une mitrailleuse très précise. Il tire une rafale vers la zone ciblée en anticipant les mouvements, touchant et neutralisant souvent la cible, bien que la plupart des projectiles la manquent. Et écoute ça, le Phalanx est un système d'armes absolument fantastique, et de loin le système de contrôle de tir le plus perfectionné qui existe. Et même ce système, avec une telle réputation et autant d'années de développement, n'arrive pas à atteindre une précision parfaite. Donc, pour faire un parallèle avec le Smash 2000L, posons-nous cette question. Si le meilleur système de contrôle de tir au monde n'arrive pas à atteindre 100% de précision, même lorsqu'il est associé à une tourelle automatique qui vise et tire mieux qu'un combattant humain, comment un système opéré par un humain pourrait-il faire mieux? La réponse c'est qu'il ne le peut pas. Il n'existe pas de perfection normalisée en matière de tir de précision, car il y a trop de variables à prendre en compte. Vent, humidité, pluie, visibilité, mouvement et vitesse de la cible, changement de direction soudain. Tout cela rend la précision à 100% impossible, une réalité qui n'existe que dans un monde où chaque cible attend parfaitement immobile d'être abattue dans des conditions de combat idéales. Un tel monde n'existe pas. Ainsi, en tenant compte de la réflexion doctrinale sur l'impact d'une trop grande dépendance au viseur assisté par l'IA sur l'aptitude au combat et la prise de décision du soldat, il est clair que les optiques de haute technologie ne remplaceront jamais totalement l'œil humain. Elles seront, notez-le bien, introduites en grand nombre et les forces militaires leur trouveront très certainement une utilité, comme par exemple pour neutraliser des drones anti-infanterie. Mais il est extrêmement improbable qu'elles deviennent le système de contrôle de tir standard de l'infanterie de sitôt. Merci d'avoir regardé.